Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous savez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en cette matinée pour 1h30 dans votre émission Bonjour d'Algérie. Alors ce matin, pour ceux qui ont décidé de partir en vacances, pour ceux qui ont décidé de partir à la plage, de partir à la piscine, en ces temps de conjoncture sanitaire quand même assez difficile, quelles sont les mesures à prendre, les mesures d'hygiène, les mesures barrières à respecter afin de ne pas être contaminé, afin de casser la propagation ou la chaîne de propagation du virus, du coronavirus Covid-19? Eh ben, ce sera une question à laquelle Dr Benachnou répondra ce matin. Alors, quoi de bonne lecture en ces temps de chaleur, en cette saison estivale? Jawdet Gassouma, justement, qui est écrivain, artiste peintre, sera parmi nous, afin de nous aider, de nous orienter, de nous donner quelques conseils, pourquoi pas, afin de choisir les meilleures lectures en ces temps, de saison estivale. Aussi, les collectifs de quartier se font de plus en plus nombreux. Donc, les habitants du quartier prennent conscience de l'importance de l'hygiène, de prendre en considération, de prendre en charge les cités. Et là, nous avons un très bel exemple d'un comité de quartier. C'est celui de la cité Malki, donc collectif Malki, qui fait de très très belles initiatives sur terrain, que ce soit sur le plan d'hygiène, que ce soit sur le plan de nettoiement, que ce soit aussi sur le plan de la prise en charge des enfants et surtout les impliquer dans tout ce qui est mouvement associatif et surtout mouvement de volontariat. Voilà. Mariam Oussaïd sera parmi nous ce matin aussi. Elle nous donnera quelques conseils de jardinage, pourquoi pas. En ces temps aussi de conjoncture difficile, aussi en ces temps de vacances, pourquoi pas passer du temps avec les enfants afin de planter cette fois-ci le basilic. Donc comment le planter, comment l'arroser, comment le cueillir, comment l'utiliser, pourquoi pas. Ce sera donc des questions et des astuces que Mariam Oussaïd nous donnera en cette matinée. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de retrouver notre premier plateau, là, je vous propose cette belle chanson très dynamique de Bedji El Bahri Marino et on se retrouve juste après.
Très belle chanson donc de Badji El Bahri Marino. Docteur, bonjour. Bonjour, Sabah al Khair. Alors, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, je voudrais juste revenir à cette très belle chanson donc, de Badji El Bahri. Alors, il faut dire que Badji El Bahri, c'est un marin d'abord, n'est-ce pas? Il est Vous sur le les connaissez mers. bien. Il est sur les mers. Vous Et savez ce il qu'on a- dit des marins? Ah, dites-moi. Une femme dans chaque port. Ah oui? C'est ce qu'on Ah, dit. d'accord, ça je ne savais pas. La seule chose que je sais des marins, des pirates particulièrement dans l'histoire des pirates, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une femme à bord. Oui, Ça, par contre, je le savais. il se rattrape les Il ports. se rattrape. Alors, pour revenir à Badji El Bahri, donc, avant de parler donc, du sujet d'aujourd'hui, alors on disait que Badji El Bahri, donc, c'est un marin et il a pour profession cuisinier, cuisinier, et vous avez eu la chance donc, de goûter à ces plats. Oui. Moi, j'ai eu juste la chance de les regarder parce qu'il y a eu des portraits quand même qui lui ont été dressés ici à la télévision algérienne et c'est vrai que rien qu'à voir, c'est magnifique à voir. C'est Et pour le super. goût, vous nous dites? Pour le goût, super. Et je crois qu'il faut. C'est pas de la cuisine. C'est qsouilat. C'est Ah, c'est le d'accord. terme consacré, qsouilat, et c'est ça qui est, c'est-à-dire une ch'tête sardine, Voilà. des trucs. C'est ça. Et je crois que si on doit faire ça pour relancer le tourisme culinaire en Effectivement. Algérie, c'est revenir à ces qsouilat, à ces. C'est très riche, il faut dire. Oui, mais quand un touriste vient et vous lui offrez un peu de loubia steak machto, de loubia machto, des pommes de terre et un steak. Mais lui, il en a marre. Mais si vous lui montrez, et c'est arrivé, on a eu des congrès médicaux ici à Alger, et des professeurs, des enseignants sont venus pour exposer de l'étranger. Eux-mêmes, parfois, ils disent emmenez-nous dans un endroit, l'hôtel, on en a marre. Oui. Alors, il y a des collègues. C'est vrai que l'hôtel, c'est conventionnel. Sur le plan culinaire, c'est conventionnel. Donc, c'est les mêmes plats qu'on trouve dans le monde entier, Monde généralement. entier. Alors, des collègues, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont emmené l'empereur de la Loubia. D'accord. C'est. L'empereur de la Loubia, là, c'est Yazid en régie, j'imagine, qui doit avoir... Oui. Il a parce que lui, bouffé il aime ça, bien. il était émerveillé. Voilà. Quelque temps après, il y a eu un autre congrès, il est revenu. Ce monsieur est venu avec sa dame. D'accord. Alors il a été, et me raconte le collègue, il a été comme ma femme voudrait aller là où vous nous avez emmené manger de la loubia. Mais regardez comment Oui, on se effectivement. fait une... et ça c'est important, loubia belkhorchef, Voilà. shteta sardine, dolma. Au lieu de me donner moi un sec frite... Alors, on va rester quand même sur le thème de la mer, sur le thème de la saison estivale. Alors, docteur, il faut dire que même en ces temps de conjoncture difficile, il y a quand même des gens qui pensent, pourquoi pas, organiser des vacances, à aller en camping, donc aller louer dans des bungalows, et pourquoi pas aller en bord de mer, en bord de piscine. Et donc, c'est la saison, bien entendu. Et donc, c'est pas interdit, il faut le dire, mais par contre, là, il faut avoir peut-être une prise de conscience un peu plus, on va dire, plus importante que les années précédentes. Et puis des mesures à prendre aussi, pourquoi pas draconiennes. Chauffez, votre question est très, très délicate, mais à juste titre. Et j'aime les questions, j'aime les préoccupations qui s'occupent de la vie quotidienne des Oui. gens. C'est l'été. Chez nous, les températures sont élevées, c'est Sont élevées. tout à fait On logique. avoisine les 40 degrés. Les ces 40, temps-ci. 45, c'est tout à fait logique. Nous disposons d'un beau pays. Sincèrement, le pays, au point de vue géographique, il est beau. C'est la Méditerranée et tout ça. Et c'est tout à fait naturel qu'on aille au bord de mer. Même les gens du Sud remontent et viennent passer leurs vacances. C'est riche, 1600 km de côte, on a le choix. On a le choix et il paraît que ce n'est pas uniquement la côte. Je crois que même à l'intérieur, ça nous appartient. Parce que les terres, les terres s'enfoncent sous l'eau. Je ne sais pas comment on a appelé ça. S'enfoncent sous l'eau, je crois que c'est beaucoup plus... On est beaucoup plus riche en littoral. Mais moi, je me dois d'être en tant que médecin. Si je suis là, c'est en tant que médecin. Il y a ce problème de contamination, de propagation des microbes. Des microbes, je l'utilise dans le sens le plus large.
C'est pas le fait d'être dans l'eau de mer, si elle n'est pas polluée. Oui. Ça, c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est autre chose. Et qui reste quand même très important, quand même. Oui, ça, c'est autre chose. Le fait d'être dans l'eau de mer, de baigner dans le mer, c'est pas là le problème. Il n'y a pas de contamination à cause de l'eau de mer, à cause du fait que je sois. Ce qui est grave chez nous et qu'on doit transmettre à la population, c'est le fait que cette pandémie, que ce coronavirus, et même autre chose, des diarrhées, des vomissements, des cholera, des salmonelles, se transmettent d'homme à homme, homme avec un grand H, d'être humain à être humain, wahda. C'est le fait des transmissions manuportées, des maladies portées par les mains. Et c'est là où le bas blesse et le bas est dangereux, dans le sens où, on se colle les uns aux autres, on aime parler les uns aux autres, on a des comportements ridicules, Vous voyez que là, il faut situer ça, non pas au niveau de l'eau de mer, d'aller à la mer, quoique moi je n'aime pas la mer. Je suis un amoureux des cascades et Notre pays est également très riche. Les forêts, les cascades, c'est quelque chose de merveilleux. La Mitidja, il y avait des cascades. La Mitidja, c'est vrai que... je crois que même à Béjaïa, tout ça, j'adore. À Béjaïa, à Tlemcen, Louret, tout ça. Donc, vous voyez que le tourisme dans notre pays n'est pas uniquement maritime sur la côte. Et le fait que l'on soit dans les cascades flamantanes, c'est qu'on a tendance à s'agglutiner. C'est ça qui est dangereux et c'est ça qu'il faudrait mettre l'accent sur ça. On peut aller à la mer, on peut aller. Mais pourquoi on a interdit? C'est pas parce qu'on empêchait les gens pour les embêter, pour qu'il n'y ait pas. Bien au non, contraire, bien c'est sûr. parce que vous avez vu nos plages. Vous avez vu nos plages, c'est des gens qui sont les uns sur les autres, avec surtout qu'on arrête ça, des constructions ridicules, des tissus, on passe, vous n'avez pas le... Donc vous voyez que c'est délicat. C'est vrai qu'il faut, vous êtes libre d'aller à la plage, vous baignez, au contraire c'est bien, mais il faudrait qu'on fasse un jour un truc sur les dangers de la plage, du soleil, parce que se bronzer par exemple, se bronzer c'est dangereux, surtout si on a des grains de beauté. Non, c'est maintenant le cancer de la peau, mélanome et autres, sont en évolution. Donc vous voyez que c'est un comportement qui est responsable, parce que les microbes, les dangers, les rayons du soleil, eux ne sont pas en vacances. Eux, ils font leur boulot, ils continuent leur boulot, et c'est à nous, en tant qu'individus, pour que ne pas transformer ces moments agréables de vacances et de plage en moments qu'on payera cher. Effectivement. Donc, alors, si on comprend bien, docteur, c'est pas la mer qui est dangereuse. C'est pas l'eau de mer, c'est pas la mer. Voilà, ok. C'est pas l'eau de mer donc qui est dangereuse, mais encore une fois, c'est le non-respect des mesures barrières. Voilà, et surtout la distanciation. Parce que moi, ce qui me travaille, ce qui me fait peur, c'est cette notion dans notre pays, de la part de nous, de la population, de distanciation. Et là, non, parce que en période de coronavirus, de virus corona, c'est la transmission, ce qu'on appelle la circulation du virus. C'est nous. D'ailleurs, hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux une très bonne caricature, et j'ai même proposé qu'elle soit diffusée comme ça, que il n'a pas de pied. Oui. Le virus corona n'a pas de pied. Oui. Il se sert de nous pour le transporter. Ça doit être intégré dans nos têtes. Voilà. D'ailleurs, il y a un sage indien qui avait dit que le coronavirus avait un ego très élevé. Et lui, il ne vient pas chez vous. Parce que justement, il a un ego très élevé. C'est nous qui le Non, mais il faut le faire sous le côté humoristique, tout ça. Mais c'est le sérieux. C'est comme ça qu'il se déplace. S'il n'a pas l'être humain, il ne se déplace pas. Et si on reste trop yawash, comme on est trop expansif, c'est là où se trouve le danger. C'est pas le fait des vacances, c'est pas le fait du bord de mer, c'est pas le fait de la place, c'est nous qui allons. D'ailleurs, quand on était absent du confinement des plages,
Ah, مساكن les dauphins, ça vous regarde. Ah bah oui, c'est vrai que la nature a repris ses droits. ارتاحوا les requins جاوا tout Oui. ça. قال لك ماهوش تماك خلينا نروحوا. Mais on va remettre les pieds. Il y aura que le virus corona يدور. Voilà. Oui. Donc, docteur, dans ce sens, qu'est-ce qu'on peut proposer? Que proposez-vous dans ce sens? Donc, il y a quand même cette campagne de sensibilisation donc, par rapport à la distanciation sociale, par rapport à ne pas être très nombreux au niveau des plages. Mais ensuite, est-ce que donc, ce sont les collectivités locales? Est-ce que ce sont les autorités qui doivent donc organiser, par exemple, le flux au niveau des plages? Qu'est-ce qu'on peut proposer finalement dans ce sens? Chauffé. Les plages, c'est le territoire algérien. C'est le territoire d'une commune. On appelle ça les communes maritimes. Oui. C'est à eux de prendre, d'adapter. D'adapter, c'est les autorités locales. D'adapter en tenant compte de cette donnée fondamentale de ce comportement, la distanciation sociale, les... Vous aimez bien les caricatures, docteur. Ça, Voilà. Voilà. C'est ce qu'il faut. Moi, je trouve qu'il y a une éducation sanitaire fondamentale qui va réussir. C'est pas de prononcer des messages sérieux, mais voilà, regardez, c'est des caricatures qui veulent tout dire, qui qui transmettent. Par très expressive, hein, le regard du virus. Exactement, c'est le mot. Je crois que même les mots qu'on doit utiliser, les mots en direction de la population, c'est des mots à eux, c'est des mots qui sont courants, pas hadari min, je sais pas trop quoi, c'est trop très académique. Très académique, non. Donc je pense que les autorités locales des communes maritimes, la protection civile, ils ont une grande expérience dans l'éducation, les maires, sous le contrôle du wali d'autorité et évidemment l'autorité. Vous voyez, ça veut tout dire. Regardez le virus corona dans les poumons en bleu, et regardez comment ils sont transmis dans la nature, comment ils vont se balader. Voilà. Donc là, c'est encore un message par rapport au port de la bavette. Excellent. Regardez, il se retourne une dernière fois vers cette dame, le coronavirus vers cette dame pour lui dire merci du transport. C'est comme nous quand on descend d'un moyen de transport. Il lui a dit quand même merci. Donc, je trouve qu'il faut organiser et être... J'aime pas dire ce mot, être sévère. Moi, je trouve qu'il faut être rigoureux. Je crois qu'il faut être rigoureux quant au comportement des gens et il faut arriver au fait de dire يا خويا ما تنجمش تعيش في مع الجماعة, c'est pas la peine de venir. C'est comme, regardez, c'est ce qu'on applique pour les hooligans dans les stades de football. On repère ceux qui veulent pas, ceux qui veulent pour faire ils veulent foutre de la pagaille, de la violence. Les autorités les repèrent. Pendant le match, il va aller au commissariat. Durant tout le match, ça c'est en Angleterre, et il est. Moi, je trouve que aussi des gens qui risquent d'être un danger réel, tel que le montre la caricature, tout ça. Donc à ce moment-là, c'est pas la peine de mettre le pied avec la civilisation, avec les êtres humains. Alors, je trouve qu'il faut faire ça. Voilà, alors voilà, donc on a une autre affiche, encore une fois, de prévention. Vous aimez bien, vous, docteur, ce genre non, c'est important. ce genre de document pédagogique, finalement. Et faire ça, par exemple, à l'entrée des places, c'est pas mettre une petite affiche, mettre une fresque. On a des jeunes peintres, des beaux-arts, tout ça, qui viennent, que la commune, leur donne un minimum du minimum, et qu'ils fassent une fresque portant sur ça. On a vu, par exemple, je vois à Belouizdad, ex-Belcourt, CRB, pour l'équipe de football, des fresques immenses. Je crois qu'on peut mettre des fresques au niveau, à l'entrée des plages, qui soient vraiment visibles. Des fresques, c'est le mot est appliqué, mais important de dire et expliquer que les gens de la protection civile que je salue, que les gardes champêtres, les gardes communaux, je sais pas, et la police, je crois qu'ils peuvent être assez stricts, avec une petite organisation au niveau de la plage elle-même, séparation, ne pas mettre de serviettes, parce que nous, on a cette tendance, d'ailleurs c'est laid. On voit des gens étalés comme ça, c'est pas beau. Je crois que, mais
Mais j'insiste, c'est pas l'eau de mer, c'est Oui. pas le fait de se baigner dans l'eau de mer qui favorise la propagation, la transmission, la circulation du virus. C'est pas ça, c'est notre C'est comportement. encore une fois le non-respect des mesures barrières. Donc, comme vous Voilà. dites si bien pour ces fresques, docteur, donc elles resteront toujours d'actualité, même une fois que le coronavirus sera éradiqué, Inch'Allah. Bien Donc, sûr. elles resteront toujours d'actualité parce que ce Bien sont des sûr. mesures finalement qu'on devait avoir avant même l'apparition du coronavirus. C'est juste que il y a eu un petit peu de négligence de tout ce qui est hygiène. Il y a un autre, allez-y. Ah, allez-y, non, non, Il y a un allez-y. autre volet aussi qui est très important en cette saison estivale, docteur, c'est la nutrition. Donc, en bord, généralement en bord de mer, en bord de plage, nous avons un petit peu ces personnes qui proposent un petit peu ces fast-food ambulants. Donc, Casse-colotte, casse-colotte, vous le dites. Je crois que c'est la réalité du terrain. Casse-colotte, Effectivement, casse-colotte. béni. Voilà, donc qu'en est-il finalement de ces aliments? Donc déjà, les années précédentes, à chaque fois, on évoquait le thème des intoxications alimentaires, donc suite à ces aliments, mais là, je suppose qu'avec cette conjoncture sanitaire, ça devient encore beaucoup plus dangereux finalement. Les microbes, c'est des familles. Oui, Et chaque famille travaille pour son compte. Les virus, le virus corona, la famille des virus corona, cette année, elle occupe le devant Oui. de la scène. Mais les autres cochonneries, je le dis à chaque Oui. fois, les autres microbes, et dans les microbes, il y a les bactéries. C'est pas parce qu'il y a la famille virus corona qu'eux ne vont pas agir. Bien au contraire. Eux vont travailler, ils ont besoin de progresser. Et par exemple, chaque année, on a les intoxications alimentaires, elles vont avoir lieu. Chaque année, on a les maladies à transmission hydrique, ça va travailler. Effectivement. Chaque année, on a les intoxications manuportées, elles Oui. vont... Donc, vous voyez que si on ne prend pas conscience, si on s'enfonce dans ce laisser-aller qui caractérise nos citoyens. Laisser-aller, Rabbi Star, tout ça. Oui. Moi, je dis que Rabbi Starna, il n'a pas attendu que sa Oui. créature dise Rabbi Star. Alors, parce qu'il nous a dotés d'un système immunitaire qui, il a pensé avec un grand P, de nous protéger parce que lui, il a su qu'il a créé d'autres créatures. C'est pas uniquement l'être humain. Et comportez-vous d'une façon intelligente. Wallahi, ne vous emmenez pas à des dangers. Des dangers. Ne vous emmenez pas. Comment? Moi, j'ai un comportement indigne d'un être humain. Je m'en fous, je mange n'importe où, je fais mes besoins n'importe où, je crache n'importe où. Tous ces éléments-là, je ne respecte pas. Quoi qu'on fasse des émissions, surtout à Canal Algérie, qu'est-ce qu'un rayon de soleil? C'est pas, la peau n'est pas un steak qu'on va rôtir. La peau est quelque pire chose. encore, docteur, avec les huiles qu'on utilise, avec واحد ces بزيت mapatilia, زيتون واحد voilà. بالخل واحد on est resté dans ces pratiques et des gens moi viens explique-moi ce que tu dis là que le khal avec zait وشوية توم cette vinaigrette Vinaigrette. non cette vinaigrette je l'applique et ça marche arrêtons et d'un autre côté moi je suis de l'autre côté de la barrière et là je m'adresse aux citoyens quand un citoyen a un cancer de la peau et qu'il se présente dans les services médicaux pour un cancer de la peau, on lui dit « Ah oui, c'est vrai, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. » Par contre, Allah subhanahu, grâce à la science, nous permet de prévenir un comportement qui peut être préjudiciable à cette chose merveilleuse qui est ma vie. Donc, toutes ces choses-là, en plus du virus corona, de ses méthodes de transmission, de sa méthode, ses moyens de transmission, qu'on doit répéter, la distanciation sociale. C'est pas parce que je suis froid, moi aussi j'ai besoin de hanana. Non, Oui, c'est humain, bien entendu. c'est humain, mais là c'est important. Et pourquoi se coller les uns aux autres? Pourquoi? Moi je trouve que c'est beaucoup plus, ça fait C'est une culture aussi. non, docteur. C'est un petit peu- embêté, celui-là, tout ça. Et ces comportements, je bouge mon pied, je joue au ballon. Donc vous voyez que, à la limite, notre comportement
partout, et surtout en période d'été, on ne jouit pas, on ne profite pas de ce calme, de cette beauté, de la mer de notre pays, la mer qui est là, c'est pas de ces paysages qui sont importants, profite, plonge, tout ce qu'il faut, mais il y a des limites naturelles, physiologiques, qui peuvent, si on les dépasse, qui peuvent se retourner contre nous. Voilà. Donc ça c'est important. La plage, je crois qu'il faut l'organiser, pour répondre à votre question, il faut l'organiser. Il y a des autorités, c'est important, il faut que ces autorités, voilà, par exemple, virus, voilà. Stop virus, on peut mettre stop diarrhée, stop, c'est des choses comme ça. Il faut mettre, je ne sais pas comment on appelle ça, des icônes ou un truc comme ça, quelqu'un qui a la chiasse. Ça, c'est un terme littéraire au courant. Il faut mettre ces choses-là. Par exemple, on peut mettre des bouteilles d'eau avec la chaleur, et les rayons de soleil favorisent le développement de micro-organismes. Il y a des réactions chimiques à l'intérieur. Faire ces choses-là, remplir de ces icônes, ensuite faire appliquer la loi. Vous savez ce que c'est que réprimer? La définition de réprimer, le verbe réprimer, c'est appliquer la loi. La répression, c'est appliquer la loi. Et ne cherchons ni à droite ni à gauche. Et il faut rester académique, puisque vous le dites. Réprimer, c'est appliquer la loi. Et si quelqu'un peut être... C'est là où c'est important. Si moi, en tant qu'individu, je peux être un danger pour les autres, parce que je me dois d'être écarté et pris en charge. Tout simplement, c'est aussi basique que ça. Voilà, il faut dire, docteur, aussi qu'il y a beaucoup quand même de campagnes de sensibilisation qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de campagnes aussi d'inculquer une nouvelle culture. Il y a une chose. De nouveaux réflexes. Oui, là, il y a une chose. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais il faut arriver à un stade, et vous êtes dans l'information, non, vous êtes dans l'information, que quand on transmet un message, c'est important de le mesurer. Quel a été l'impact de ce message? Parce que là, il faudrait rectifier ma façon de faire les messages. Est-ce qu'il s'agit de venir à l'écran et de dire c'est interdit, c'est pas... Ou bien il faut regarder, moi je trouve que la régie de Canal Algérie, elle est excellente, regardez, elle lance des caricatures qui sont très bien, faciles à réaliser. Et je suis sûr qu'on a beaucoup de techniciens et de gens qui s'occupent de ça, et je crois que surtout des jeunes, et les jeunes ont le même langage à appliquer, à transmettre aux autres jeunes. Parfois, une caricature, ça vaut un discours. 1000 mots. Ça, c'est pas à vous que je vais vous l'apprendre, c'est à vous de me l'apprendre. Non, vous voyez que, premièrement, il ne faut pas avoir peur. C'est les vacances, c'est l'été, on a ce comportement d'aller en bord de mer, et c'est les enfants. Mais il faut pas, il faut respecter, à cause de l'épidémie en Algérie que l'on vit, qui est le virus. Le virus corona, c'est important, très important pour lui, de se déplacer et de contaminer d'autres. Et nous sommes les pieds et la voiture et le fourgon, les moyens de transport. Ça, il faut l'intégrer. La distanciation sociale, c'est 2 mètres. Pour moi, c'est 2 mètres en Algérie. Parce que les gens, c'est pas 1 mètre ou un truc. C'est 2 mètres, ça c'est important. Il faut veiller à... Je sais que peut-être le personnel de sécurité et autres aura un travail très important, surtout la chaleur, mais qu'ils s'habillent, eux, en short. Non, mais je trouve que c'est ça. C'est des gens qui short et qui marchent sur la plage et qu'ils remettent à l'ordre les gens qui ne respectent pas les mesures de distanciation. Attention, les mesures de distanciation, pour le moment, sont fondamentales. Ma vie, c'est comme les roues.
d'une voiture. Oui. Le gonflement des pneus, la pression d'air dans les pneus, elle est fondamentale parce que c'est sur elle que repose l'ensemble de ce mécanisme qui est la voiture. Si on a des pneus sous-gonflés ou qui ne sont pas régulièrement, ça peut nous entraîner. Je crois. Très belle métaphore. Oui, merci. Merci beaucoup, docteur. Donc, particulièrement pour cette très belle métaphore. Donc, vous faites aussi dans la caricature, mais du discours, finalement. Merci beaucoup, docteur. Je passe un examen avec la prof. Merci beaucoup, docteur. Donc, pour toutes ces précisions, on vous retrouvera très bientôt, Inch'Allah, encore une fois, pour une autre thématique qui touche à la santé. Voilà, donc on continue le programme de Bonjour d'Algérie. Là, je vous propose un portrait qui a été dressé par Yamina Saïdji. Il s'agit donc Hafid qui, lui, s'intéresse au cuivre. Il fait donc des merveilles. Je vous laisse découvrir ce portrait et on se retrouve juste après. Depuis la découverte du cuivre, l'homme n'a cessé de le façonner et d'y incruster divers motifs ornementaux. L'artisan algérien a toujours su tirer le meilleur du métissage culturel et de l'héritage laissé par toutes les civilisations qui ont fait escale en Algérie. Hafid fait partie de ceux-là. Là, on vous présente par exemple la collection de Berber Spirit. En fait, ça représente toute la symbolique berbère avec l'explication à l'arrière de chaque tableau. Ici, on représente aussi les villes algériennes, telles que la baie d'Alger. En fait, c'est une reprise d'une lithographie d'Alger en 1730. Si on voit par ici aussi, c'est le pont de Sidi Mssit, Qsentena. En fait, c'est une technique assez classique du cuivre repoussé. Cet artisan a su, avec des techniques mixtes, dompter ce métal précieux, transformant les feuilles de cuivre en véritable œuvre d'art. Il sort des sentiers battus. La khamsa, son symbole fétiche, se décline alors de manière décalée sous plusieurs formes et une multitude de couleurs. Les tableaux de maîtres tels que Picasso ou Dekers prennent vie autrement, un travail qui demande patience et doigté, avec la passion en fil conducteur. La khamsa, en gros, pour nous, c'est un support graphique. Et on adapte les couleurs et les différents motifs selon la demande des clients. En fait, on essaye de satisfaire la clientèle. Et en même temps, nous, ça nous fait plaisir. Donc, on fait ça avec amour et en fait, c'est une passion. Voilà, c'est plus qu'un travail, c'est une passion pour nous. L'ornementation des pièces recourt à plusieurs techniques, parmi lesquelles le ciselage et l'incision, à plat ou au repoussé. Pour le repousser, on utilise différents outils. On a des poussoirs, différents modèles, différentes tailles. Là, je repousse les grandes surfaces, les grandes lignes. Et ensuite, je commence à détailler le tableau. Le visage commence à ressortir. La touche de l'artiste, l'encre de Chine pour accentuer le relief de ses œuvres. L'encre de Chine, c'est pour souligner les lignes du tableau. Les lignes du personnage, pour le mettre bien en évidence. Une activité artisanale à la fois dans la rétrospective et la modernité, Hafid puise dans le patrimoine algérien, l'adapte, le façonne selon ses inspirations du moment. Il appose sa signature sur le tableau avant de l'ajouter à sa collection. Voilà, très bien. Alors, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Voilà, donc nous avons découvert un très beau portrait donc, de Hafid, lui qui s'intéresse au cuivre. Donc c'est un portrait qui a été dressé par Yamina Saïdji. Là, nous recevons donc notre deuxième invité, à savoir M. Djaoudet Kessouma. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Alors, Monsieur Kessouma, vous êtes écrivain, vous êtes artiste peintre. Alors aujourd'hui, vous allez quand même nous orienter. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous orienter finalement, nous donner quelques conseils, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Donc, en ces temps d'été, en cette saison estivale, qui s'apprête bien à la lecture d'ailleurs. Oui. Voilà. Mais avant cela,
Monsieur Goussama, là, on est en train de découvrir un très beau portrait donc, de Hafid, lui qui s'intéresse au cuivre. Alors vous, en tant qu'artiste peintre, quel est votre regard finalement sur ce qu'on vient de voir? Ben, beaucoup de qualité. Et il y a toujours une émotion à découvrir ses pairs, c'est-à-dire nos pairs qui sont dans le même domaine. Et Hafid est un nom assez connu dans les arts plastiques algériens, assez réputé, assez apprécié, et tant mieux. Parce que bon, la technique du cuivre repoussé, coloré et tout, bon, il a plusieurs palettes et plusieurs cordes à son arc, donc ça fait toujours plaisir de découvrir ces artistes qui continuent à travailler, qui donnent de soi pour continuer. Alors justement, avant encore une fois de parler des lectures, ce matin, vous, en tant qu'artiste peintre, vous avez participé quand même à plusieurs expositions collectives. Vous aimez bien le collectif finalement. Je vous ai rencontré d'ailleurs plusieurs fois dans des expositions collectives. Oui, ben, c'est le collectif, enfin, j'ai fait beaucoup d'expositions individuelles, mais je suis assez rare sur le... J'ai un peu pas une mauvaise, mais une fausse réputation sur ça. Les gens disent oui, il est très sélectif, il est très... on crée un mythe. Normal aussi, quand vous ne donnez pas de réponse, on crée un mythe autour de vous. Tant mieux, ça va. C'est normal aussi qu'on soit sélectif. Parce qu'en tant qu'artiste, quand même, on aimerait bien être dans un environnement qui nous ressemble, où on se sent bien. Voilà, donc c'est pas que je n'expose pas n'importe où, mais j'expose quand j'ai une production. Et je prends mon temps, voilà. C'est tout. Et puis l'endroit dans lequel on expose doit être un endroit qui, comme vous l'avez dit, nous représente. Et il faut qu'il y ait des affinités, parce qu'il y a un sens toujours. Sur mes expos, il y a toujours un sens, il y a toujours un message. Je fais de la peinture, je suis assez libre, mais il y a toujours quelque chose que je veux dire. Et donc, je veux le dire dans les conditions, dans la langue, si vous voulez, le langage qui sied à ça. Maintenant, pour les expositions collectives, c'est-à-dire, c'est des expositions collectives, mais c'est aussi des événements collectifs. Pas seulement, je participe beaucoup à des débats, des choses. J'étais, par exemple, à l'Espaco, qui a fermé, hélas. C'est un des rares endroits qui était vraiment fait pour la polyvalence. On a créé des débats sur l'architecture, l'archéologie, les arts plastiques, la critique, beaucoup de choses comme ça. Et donc les débats, les collectifs et tout, c'est aussi important que les expos. Voilà, donc finalement, un artiste, c'est pas que le pinceau, mais c'est aussi tout cet échange finalement culturel, tout cet échange d'idées, de choses de recherche aussi. Nous sommes des éléments d'une société et nous devons agir en tant que tels. Je ne reproche pas aux artistes renfermés sur eux-mêmes de le faire, ça c'est pas un problème. Mais moi, je fais partie des artistes qui se veulent citoyens, qui se veulent, pas de soucis, c'est-à-dire de contradiction. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, d'ailleurs. Bien sûr. Bien sûr, c'est une notion de partage, une notion de transmission aussi. Voilà. L'enseignement, par exemple, est très important. Aux Beaux-Arts, j'estime que cette transmission est nécessaire aussi. En tant qu'artiste, je me dois de transmettre des choses. Voilà. Alors, en ce moment, donc, déjà, on a passé un moment quand même assez prolongé, j'ai envie de dire, de confinement. Là, c'est la saison estivale. Vous vous adonnez toujours à votre pinceau en ces temps-là? Pardon, j'ai repris, Adliane. Vous avez repris, vous avez le Ça a été très difficile, maintenant on a le temps, on a évacué, si vous voulez, les projets qui sont en cours, que ce soit la littérature, parce qu'il y a aussi des commandes la littérature. Là, je suis sur une biographie, quelque chose d'assez important, et je veux la faire avec l'éditeur d'une manière originale, c'est-à-dire on ne veut pas que ça soit la simple monographie et tout. Donc ça, on a évacué, du coup maintenant, je peins, j'espère avoir une expo, c'est-à-dire la rentrée si tout va bien. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, mais les pinceaux, ça va bien. Voilà. C'est vrai que c'est un autre monde. C'est une vie, oui, ça revient à la vie, je veux dire. C'est aussi important que ça. Voilà, alors votre deuxième casquette, c'est l'écriture. Ah, bien sûr. Donc vous êtes aussi écrivain. Donc là, vous nous parlez d'un projet donc de biographie. Oui. De biographie sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc il faut dire quand même que c'est un travail qui demande beaucoup de recherche aussi. Oui. L'histoire.
dernière, c'était Chalima Souakri, qui est devenue ministre. J'espère qu'elle nous portera chance. Vous lui avez porté chance, donc automatiquement, elle vous en portera chance, certainement. Parce qu'il y a quelques instants, il y a une personne qui m'avait dit ça, on a un peu ri de ça. C'est très difficile parce que, bon, c'est Halima Souakri, la dernière biographie en date. Et on ne veut pas faire de biographie, comme je vous l'ai dit, classique, monographique, avec des dates, des escales sur les dates et tout. Donc c'est très difficile. D'abord, on récolte l'information. C'est un vrai travail universitaire. Et on récolte une information. Ensuite, on la traite. Et il faut que les infos biographiques soient mises dans un contexte assez littéraire. Et c'est c'est un exercice assez difficile, mais c'est passionnant. C'est formidable. Donc avec elle, j'ai quasiment travaillé 2 ans. Ah, quand même, ça. Oui, c'est une élaboration, c'est-à-dire c'est une construction d'un projet. Ce n'est pas juste prendre des... La personne est difficile, elle a un comportement très, c'est une personnalité très affirmée, c'est une championne, il ne faut pas oublier. Voilà. C'est vrai qu'elle a un parcours sportif, quand même, n'est pas des moindres. Donc elle a un cursus, un parcours de vie très dur, d'abord déjà avant le sport lui-même. Et sa vie a toujours été comme un combat. Donc c'est très difficile, entre guillemets, d'apprivoiser un cheval sauvage. Vous voyez, donc, mais après, c'est complètement... Il y a de l'émotion à chaque fois, et puis il y a de l'info. Et c'est bien parce que je travaille avec une maison d'édition qui s'appelle Al Bayazine. Et avec le Bayazine, on essaie toujours de décrire, de présenter le patrimoine à nos lecteurs. Mais c'est un patrimoine où même le patrimoine humain est important. Darna Alam Khloufi, par exemple. On va faire, Inch'Allah, sur celui qu'on appelle Babyface, Sherif Hamia, le boxeur. C'est d'un glamour extraordinaire. Et donc, on essaye de rendre, entre guillemets, glamour, mais c'est pas people. C'est de rendre esthétique ses parcours, pour qu'il soit plus lisible. Aujourd'hui, les jeunes lecteurs ou là, les gens sont fatigués, ils sont bourrés d'images. Vous ne pouvez pas leur mettre un livre qui est très difficile à lire. Donc, on essaie d'être le plus digeste. Je parle de Constantine, de la Kabylie, c'est pas des guides. C'est une manière de vous prendre par la main, d'une manière littéraire, de vous décrire, par exemple, une ville ou un personnage. Et on incarne, si vous voulez, la beauté de tout notre patrimoine, qu'il soit humain ou archéologique ou comment dire, de ville, c'est-à-dire géographique, à travers des lectures qui sont sympathiques, qui essayent voilà. Voilà, alors il faut dire que... je parle trop, il faut m'interrompre. C'est très important ce que vous dites et c'est très intéressant, ne vous inquiétez pas, si je vous laisse parler, c'est qu'il y a un message qui passe. Voilà, ce que je voulais dire finalement, donc vous êtes dans le domaine de l'édition, vous êtes dans le domaine de l'écriture, alors on a souvent tendance à dire qu'il y a un recul de la part des citoyens, de la population par rapport à la lecture, qu'en pensez-vous? Faux. Voilà. Excusez-moi d'être violent dans ma réponse, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Les lecteurs, ils existent. Et je suis contre cette idée fondamentale que l'Algérien, puisqu'on parle d'Algérie, qu'il soit là ou là qu'il soit ailleurs, nous avons un lectorat, nous avons une production littéraire qui est comme... Oui, heureusement. Et nous espérons qu'il y ait plus... Parce que le livre a besoin de vous et vous avez besoin du livre. C'est un échange de bons procédés. C'est une symbiose, une osmose. Le lecteur, il existe. Maintenant, quand vous allez voir un lecteur... ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut... J'affirme ce que je dis. Quand je fais des ventes dédicaces, les gens viennent. Mais nous sommes dans des grandes villes. Oui. Donc, là, c'est acquis. Par contre, quand vous allez au Salon du Livre, qui est un salon international et un salon aussi national, puisque... Et que vous avez des gens de Tamlaras, de Béchar, de Tindouf, de Djidjel, de Tizi Ouzou, de Ouergla, de Blida, de tout, qui vous disent on a lu ce que vous faites, ou alors on vous a vu à la télé, ou alors... c'est des lecteurs d'abord potentiels, mais il y a eu des lecteurs physiques qui sont venus, on a signé nos livres. Donc on a une visibilité. Le lecteur, il existe. Mais moi, quand je voulais lire un livre, quand j'avais 8, 9, 10 ans, j'allais à la bibliothèque du coin, juste devant le marché, je rentrais,
je disais même pas qui j'étais. La femme, je lui disais, je vais voir Jules Verne ou la Victor Hugo. Là, elle a 30 d'euros, 1 dinar 50, et j'entrais, je prenais le livre et je l'empruntais, je le rendais une semaine après. Oui. Quand on met le livre à la disposition du lecteur et qu'on vérifie, on perfectionne le réseau de distribution, quand il y aura un livre par commune et une bibliothèque digne de ce nom dans une commune, quand vous rentrerez dans une librairie, qu'on vous dit pas, ne touchez pas à ce livre ou là, quand vous aurez accès au livre, vous verrez et vous confirmerez que le lecteur existe. Donc finalement, c'est une question d'accessibilité. C'est une question que le livre, de disponibilité, c'est une question de mettre le livre. Il y avait une politique du livre à un moment donné, où l'ex-SNED par exemple, on achetait des livres à 30 dinars. Moi, j'ai acheté des collections immenses. J'ai acheté, par exemple, de la bande dessinée, toute une collection de Gaston Lagaffe, 21 dinars l'unité. Donc, avec l'aide de mon père, j'avais toute la collection. Et même Fdin, Tafsir Ibn Kathir, il y avait 7 volumes, vous les achetez à 210 dinars le volume, brochés, avec cuir et tout. Oui. Et avec une qualité de production à l'intérieur qui est excellente. On a eu toutes les collections. L'Algérie, cinéma, à l'époque, aujourd'hui le cinéma, la littérature, c'était une des mecs, justement, de la littérature. Puisqu'on a eu de grandes, je veux dire, la politique du livre, on avait accès à tous les livres. Donc, il faut mettre le livre à la disposition du lecteur. Quand je dis à la disposition du lecteur, c'est pas seulement la bibliothèque ou la librairie. C'est-à-dire qu'il y a des clubs de lecture. Vous allez dans un grand centre commercial, vous avez le livre, vous pouvez le lire, même si vous n'avez pas le moyen de l'acheter. Film américain, vous pouvez emprunter dans une librairie officielle commerciale un livre, s'il ne vous plaît pas, 15 jours après, vous le rendez. Oui. Évidemment, tout le monde fait ça. Oui. Ils lisent après, le livre. C'est pas très rentable. Non, c'est rentable parce que il y aura toujours le livre. C'est comme quand la télé, la vidéo est venue, le cinéma va disparaître. Il y aura toujours les défenseurs du livre, il y aura toujours les défenseurs de ces arts, ou là, de la littérature, ou là, de la culture. Mais c'est vrai que même en Europe, et d'ailleurs ça a été une pratique qui a été reprise ici en Algérie dans quelques régions. Par exemple, au niveau d'un abrébus, par exemple, on peut trouver des bibliothèques libres bien sûr, où les personnes pouvaient prendre un livre, faire échange. Et donc finalement, on peut dire que la lecture se porte en bonne santé. Il y avait des foires, bien sûr, ils ont fait des foires jardin d'essai. Plusieurs fois, dans plusieurs endroits. Il y a des clubs de lecture et tout. Il y a une planète parallèle de jeunes qui ont 16 à 25 ans et qui écrivent, qui écrivent, qui produisent, qui s'échangent des livres, qui parlent, qui discutent. Il y a des forums de discussion. Maintenant, il faut que ça soit beaucoup mieux, c'est-à-dire un peu plus structurel, mieux organisé. Oui. Moi, nos livres, quand on produit, ils n'existent pas. Ils n'existent que dans les grandes villes. Oui. Et la diffusion, c'est un réel facteur de... Voilà, donc la distribution reste quand même... La distribution, je pense, c'est le fondamental. Donc finalement, on revient à ce que vous avez dit, tout est question de disponibilité. Oui, bien sûr, c'est une question plus technique et sociopolitique qu'autre chose. Il faut qu'il y ait des décisions fermes et radicales qui doivent être mises, il faut les moyens de mettre le livre à la disposition de tout le monde. Voilà. Et justement, aujourd'hui, vous allez nous proposer quelques lectures en ces temps d'été. C'est un partage, c'est pas, je vous suggère... Voilà, c'est un partage d'affection pour le livre. Voilà, donc pourquoi pas, parce qu'il y a quand même quelques titres peut-être qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on ne rencontre pas. Oui, donc là, vous allez partager avec nous, d'autant plus que nous avons beaucoup plus de temps cette année, hein, que ce soit pendant le confinement, et puis pendant la saison estivale. Oui, bien sûr, mais tout est bon prétexte. Blarbiak ou le kitab Khairou Jalis. C'est peut-être un des meilleurs compagnons, parce qu'il ne vous embête pas, vous le lisez, vous ouvrez, vous fermez quand il vous embête. Il n'y a pas de souci de... Et puis il n'est pas rancunier, hein, parce que lorsque vous allez revenir, vous allez vous attendre. Avouez au marque-page et le tour est joué. Et donc là, vous avez quand même une sélection, vous avez fait pour nous ce matin. Une petite modeste sélection, mais il y a de quoi passer quand même un bon petit mois de lecture. Oui.
Je voulais justement aller au fondement de l'histoire du livre. On a la fierté d'être parmi les deuxième ou troisième êtres humains dans le monde, parce qu'on a découvert qu'on avait un ancêtre de 2,4 millions d'années. Mais j'ai toujours le plaisir et l'honneur de dire aux gens qu'on a produit le premier roman algérien, et donc c'est Apulé de Mador qui l'a écrit. Il faut dire qu'à l'époque, les Romains et tout venaient passer leurs vacances ici. Donc il y avait ce qu'on appelle du garum, du bon vin, plein de bonnes choses à manger, à boire et à voir, parce que ça a été les greniers de Rome. Et aussi, on a donné 4 papes à Rome, plus plein de pharaons et tout ça. Et on a 4 villes de rang impérial. Donc les gens, il faut qu'ils sachent qu'on a de quoi fier d'être, sans démagogie, de quoi être fier d'être dans ce pays. Et on a aussi le premier roman de l'histoire de l'humanité, écrit vers 125 après Jésus-Christ. Donc c'était Apulé de Mador. Et la lecture de ce roman est complètement réjouissante. C'est l'Andor ou les Métamorphoses, c'est l'histoire du jeune Lucius, un gars qui aimait les belles choses, les belles femmes et la bonne chair, et qui se trouve par un curieux destin, enfin, avec ce coquin de sort, il est devenu un âne. Et donc, il faut que, par les grâces d'une sorcière assez sensuelle, mais quand même assez méchante, et ce jeune homme transformé en âne va subir plein D'abord, il subit des métamorphoses avant de devenir un âne, sous un sort jeté par une sorcière. Et il va subir, au cours il va être malmené ici et là, il va voyager à travers quasiment la Méditerranée. Il va subir des aventures vraiment fabuleuses. Et d'ailleurs, dans ce roman, on trouve quand même quelque chose de très rigolo, c'est la fête du rire. Oui, la fête du rire, il y a des mœurs qui existaient à l'époque qui sont très intéressantes à découvrir. La fête du rire, plein de traditions, c'est-à-dire que c'était un roman tellement bien fait que vous sentez le laurier rose quand il passe par le laurier rose. Vous sentez les fleurs, vous sentez les épices, vous sentez l'odeur âcre du garum, qui est du poisson macéré. Donc, toutes ces choses-là, vous les sentez. Donc, c'est tout un passage. Et en même temps, l'aventure, c'est une fable sur l'humanité, sur les qualités et les défauts de l'humanité, à travers le regard d'un âne qui a accès, justement, à certaines choses auquel l'humain n'a pas accès. Donc cet âne a un regard un peu spécifique sur les choses, tout en gardant justement son esprit d'humain, et c'est vraiment fabuleux comme c'est une histoire très réjouissante, qui nous donne justement toute une idée sur les traditions de l'époque à travers ces multiples mésaventures. Voilà, donc finalement, on revient à la nature du Méditerranéen, qui reste quand même une personne joyeuse. Oui, là, c'est vraiment la perfection de ce qui peut se faire sur justement la définition de la nature du Méditerranéen. On rappelle juste, s'il vous plaît, c'est l'Andor, Apulé de Mador, l'Andor ou les Métamorphoses. Là, il y a la version qui a été éditée chez l'Odyssée, donc vous le trouvez ici. Donc, c'est une traduction quand même du latin traduit par Désiré Nizar. Et c'est aux éditions L'Odyssée, donc vous le trouvez. Je donne le prix, je peux donner le prix? Non, allez-y, donnez le prix. Et c'est 500 dinars. Ça reste un prix algérien, mais après... Après algérien, oui. Voilà, ça reste un prix algérien, donc... Voilà. On a juste besoin de faire un petit peu le... Oui, bien sûr. Je ne sais pas c'est en combien d'euros. Je pense que ça ne dépassera pas normalement les 20 euros. Voilà. Venez l'acheter en Algérie. Ça reviendra beaucoup moins cher. Voilà. Donc il y a aussi... C'est une bonne promotion de l'édition algérienne. Oui, il y a une reprise. Oui. Pour paraphraser ce que je disais tout à l'heure, il y a une reprise de beaucoup d'éditeurs sur des versions des classiques et tout. Donc vous avez l'alchimiste à Paulo Coelho, qui est vraiment le Marc Lévy algérien, ou le Jérôme Ferrari algérien. C'est-à-dire que il est devenu algérien, Paulo Coelho. Il commence toujours par lui, effectivement. Par lui. Donc vous avez Paulo Coelho jusqu'à Apulé de Mador, ou le prince de Machiavel, ou il y a
il y a plein de personnages aussi sur algériens, personnalités algériennes, il y a les contes, Taous Amrouche, il y a plein de choses qui se font donc aujourd'hui à des prix qui sont très accessibles. Ça, c'est une bonne chose à observer. Il y a des éditeurs qui sont consacrés spécialement à l'élaboration de ces collections des classiques. Je pense que c'est une question de droit. Donc, comme c'est des anciennes parutions, il est plus facile. Ça tombe dans le droit public, donc vous avez accès à plein de choses. Très bien, on passe donc à une autre proposition. Donc oui, après il y a un personnage truculent, Yahya Blaskri, qui nous présente le livre d'Amraï. Donc Yahya Blaskri, né à Oran en 1952, à Aïch, à l'étranger, il est en France, mais il écrit beaucoup de sortes d'autobiographies romancées. On a le livre d'Amraï, c'est un roman paru chez Hibr. Hibr, c'est une excellente maison d'édition avec d'excellents auteurs et qui n'hésite pas aussi à présenter des auteurs de jeunes générations. Donc Yahya Blaskri vient ici avec un livre, le livre d'Amraï, où c'est la vie, l'autobiographie très romancée. Il s'est transposé dans le domaine de l'esthétique, donc lui, sa biographie est devenue l'objet d'un roman, où il parle de son enfance et il fait un parcours jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. À travers son lieu de naissance, il est né dans les hauts plateaux, sous le souffle du Chergui, c'est-à-dire de ce Simoun, de ce vent chaud. Et il avait des amis qui s'appelaient Shlomo, Paco, Octavia. Il se déclare fils de Saint-Augustin, la Kahina Abdelkader. Donc il a toute cette chose-là. Et là, on est un peu dans les profondeurs algériennes. On n'est plus dans la Méditerranée avec... Et donc là, il parle un peu de la guerre. Donc il définit la guerre d'une manière très esthétique, très forte. Et en même temps, comment les amitiés avec un juif, une espagnole d'origine, une française, ses amis d'enfance algériens, comment toute cette vie se constituait avec les tabous, les choses qu'il ne fallait pas faire, les réserves admises parce que l'autre, c'est l'autre. Oui. Voilà, même si on est amis avec les enfants, parce que dans ce monde de l'amitié, c'est-à-dire il va définir comment tous ces rapports avec les Juifs, les Espagnols se faisaient, et ensuite comment ça va se déliter au fur et à mesure jusqu'après la guerre. Et donc ce passage est une suite du bus dans la ville, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Donc le livre d'Amraï est une suite logique mais une suite dans le sens où celle-ci est complétée par le deuxième livre. Donc quand on lit le bus dans la ville, on comprend facilement le livre d'Amraï, mais ils sont indépendants en réalité, mais il y a un lien qui est ce bus dans la ville dans lequel il marche, et ça lui rappelle des personnages. Et au fur et à mesure... C'est un petit peu la même morale finalement qui est véhiculée dans les deux livres. Voilà, donc là par exemple c'est la naissance de son sens politique, il apprend la politique à l'université, toutes ces choses-là, les mouvements gauchistes, les années 70, toutes ces choses-là, le cinéma, quand ils allaient à la cinémathèque faire des débats, c'est plutôt dans l'oranique que ça se situe. Et donc Hada, le livre d'Amraï est un livre quasiment magistral, parce que les descriptions, l'émotion, les faits et tout, ça vous emmène vraiment très loin. C'est très bien décrit, donc c'est une lecture qui est assez poignante, assez puissante, assez nostalgique, mais en même temps très esthétique, très réjouissante. C'est une lecture vraiment réjouissante. Puis on arrive quand même à comprendre aussi les liens humains, comment bien sûr. Bien sûr, se sont tissés, comment ils ont été cousus, et comment au fur et à mesure... à cause de la politique, ce n'est pas nostalgique, pied noir et toutes ces choses-là. C'est loin de là. C'est vraiment à un stade, à dimension humaine qui n'a rien de politique, qui n'a rien de... C'est pour ça que je disais que c'est une lecture très réjouissante. C'est-à-dire c'est divertissant parce qu'il y a des descriptions des hauts plateaux, de là où il est né, où il a vécu, de la tradition familiale qui fait les composer, toutes ces choses-là. Et ensuite, qui fait... avec la maturité du personnage, comment il redéfinit
ce qu'il a vécu dans son enfance. Et donc, le lien, le passage, il est très bien fait, parce que Yahya Belaskri a une écriture très simple, mais très émotionnelle, très, très sensitive, très, très sensuelle. Et donc, les premières amours, la première définition du rapport avec l'autorité, le maître, les enfants entre eux, tout ça, c'est très, 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 très intéressant. Donc, il y a une autre aussi proposition cette matinée. Oui. Alors là aussi, un truc bizarre, je dis ça, excusez-moi de dire truc à la télé, mais bon, vous n'avez pas trouvé notre qualification voilà. Finalement. Il y a un ovni littéraire qui émerge, et c'est un minuscule roman qui fait aussi 500 dinars, édité chez Coucou. Coucou et les éditions Coucou sont aussi très connues. Alors Coucou, c'est le nom d'un royaume, hein, juste pour les lecteurs Béchir. C'est un royaume très ancien, situé au Kabylie, donc digne vraiment d'un film, parce que le royaume, il est très... Et donc, l'éditeur Coucou nous présente Arsqim Metref dans un minuscule roman. Mais ne vous trompez pas, voilà. C'est pas parce qu'il est minuscule physiquement qu'il n'y a rien dedans. Il est dense, très dense. Et Arsqim Metref est journaliste et écrivain. Il fait des chroniques au journal Daïman et il produit de la poésie et du roman. Là, il nous présente un livre qui s'appelle Rue de la Nuit. Et c'est tout simplement hallucinant, parce qu'il y a quasiment tout le destin de l'Algérie résumé dans ce petit volume. Et c'est l'histoire d'un être qui est hybride, sous comment dire, l'intrigue principale qui est Mucho. Qui est Mucho. Voilà. Il y a une autre proposition pour cette matinée encore? Donc donc vous avez toute une galerie de personnages qui apparaissent, et chaque personnage est aussi porteur d'une partie de l'histoire de l'Algérie. Ça, c'est une fable donc très intéressante. Je parlais tout à l'heure des jeunes qui écrivent. Là, il y a une jeune fille de 18 ans, Kahina Temzi, tout ce que je n'ai jamais su dire. Elle a fait des textes libres aux éditions Imtidad. C'est une édition alternative. Et c'est tout simplement formidable. Parce qu'elle parle le corps, voilà. Elle parle de l'âme, du corps, elle parle de la misogynie commune, être une femme au XXIe siècle. C'est des aphorismes, c'est des textes très très intéressants à lire. Oui. Et puis ça nous donne vraiment une idée de partage de ce que peut penser. Une petite jeune quand même de 18 oui, ans. Elle va produire, elle est en train d'écrire un roman plus complet, donc elle est très férue de... Le livre est quand même préfacé par Youssef Merrahi, ce qui n'est pas rien, et elle est férue de tragédie grecque, de toutes ces choses-là. Donc, une fille de 18 ans qui a le sens de la tragédie, toutes ces choses-là, on peut être optimiste, il n'y a pas de souci. On va finir. Je terminerai par aussi un autre ovni littéraire. Alors, oui. Ah, il y en a encore. Ça, c'est le Medras, une histoire secrète, édité chez Hab Édition, avec Chouki Ammari, Hamida Ayashi, Nasira Beloula, Mzian Farhani, Tahar Hlissi, Amin Khan, Rachid Mouhtari, Thierry Perret, Mohamed Sari. Donc, vous avez quelques textes en arabe, écrits par Hamida Ayashi et aussi Tahar Hlissi. Et tous les autres, c'est un recueil de nouvelles. Donc on a voulu parler un peu du Medrassen, qui est un monument formidable. C'est le premier monument d'Afrique du Nord, numide. Et là, chacun de ces 10 auteurs a traité de ce monument à sa guise. Voilà. Et donc c'est une lecture, c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans la Méditerranée. C'est des regards croisés et des nouvelles, de la poésie, des textes un peu politiques, toutes ces choses-là, autour de ce monument formidable. Voilà. Ça aussi, c'est une lecture très intéressante. Le livre n'est pas très cher, il ne dépasse pas 1000 dinars, et vous avez une dizaine d'histoires qui sont vraiment fabuleuses. Fabuleuses dans tous les sens du mot. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci. Donc merci pour tous ces conseils, ces orientations.
présentation. On aura peut-être l'occasion de vous réinviter encore pour d'autres titres. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup donc d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour ce très beau partage. Merci. Et puis, bonne réussite à vous pour votre projet déjà de bibliographie, de ce de Moudjahed, et puis pour vos peintures, Inch'Allah. Merci, voilà, merci encore une fois. Alors là, afin de retrouver donc la dernière station de cette matinée, je vous propose donc ce reportage de Mariam Demis, qui elle s'est intéressée à un collectif, encore une fois. Donc il s'agit d'une association Salama qui a opéré donc ou qui a organisé des opérations de nettoyage du quartier de Belouizdad. À tout de suite. C'est dans ce quartier populaire de Belouizdad à Alger qu'une armada de jeunes organise des opérations de nettoiement pour redonner une belle image à leur cité. Une action qui prend tout son sens, notamment dans la conjoncture actuelle. On est un jeune comité. On a commencé en 2019 le nettoyage, mais dans le caritatif, on est depuis 2010. On a nettoyé notre quartier, on a repeint les murs, on a des activités quotidiennes. On les partage sur Facebook, notre page voilà, Comité Salam. Et on fait dans le caritatif. Depuis le coronavirus, on a changé les activités. On s'est orienté vers tout ce qui est tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est propreté, tout ce qui est prévention contre le coronavirus. En ce moment, notre comité de quartier active dans le nettoyage et la désinfection pour éviter la contamination de la population au Covid-19. Nous essayons de sensibiliser par tous les moyens les riverains quant à l'application des gestes barrières. Le va-et-vient qui c'est le maximum. Nettoyer un lieu aussi fréquenté et populaire n'est pas tâche facile. Cette initiative est très appréciée par les habitants de la commune. Tout d'abord, il faut remercier les gens. Malgré tous les obstacles que rencontrent les adhérents du comité Salem, ils ne baissent pas les bras. Je tiens vraiment à les remercier pour leurs efforts. Je remercie infiniment l'association Jam'iyat Salam, des gens du marché Tnash, pour leur bénévolat dans le quartier, qui ont fait un très gros travail. On a désormais plaisir à circuler dans les ruelles de ce quartier. La propreté est l'affaire de tous, un exemple à perpétuer. Et voilà, donc c'était l'association Salem qui a organisé des opérations de nettoyage du quartier de Belouizdad. C'est un sujet qui a été fait par Mariam Demis. À présent, place au jardinage, donc coin vert en compagnie de Mariam Moussaïd. Mariam, bonjour. Bonjour, nous. Ça va, Mariam? Vous Très allez bien, bien? Ça va. Alors aujourd'hui, on va bien s'amuser en votre compagnie. Oui. N'est-ce pas? Comme d'habitude. Donc, comme d'habitude. Alors, ce qui est bien, Mariam, c'est que ce sont en fait des actions que vous nous proposez, mais qui nous font du bien autant qu'adultes déjà, mais aussi, ce sont des actions qu'on peut faire en compagnie des enfants. Exactement. Finalement, oui. Pour passer plus de temps, les occuper, et puis avoir un petit peu cette affection avec les enfants, passer plus de temps avec eux, discuter, oui. Pourquoi pas découvrir autre chose en compagnie des enfants. Et aussi les sensibiliser au respect de la nature, à l'importance oui. De respecter tout ce qui est vivant et surtout tout ce qui est plantes, arbres, animaux, notre nature en général. Voilà, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser avec vous à une plante aromatique qui est très prisée d'ailleurs dans les sauces tomates, très particulièrement, enfin, oui. Dans la cuisine d'une manière générale, mais dans la sauce tomate particulièrement, basilic. Oui, exactement, basilic et aussi un bon répulsif pour les moustiques. D'accord. Ah, oui. Ah, c'est la période. Là, exactement. Qui dit saison estivale dit piqûre de moustiques. Donc. Alors, avant Mariam de parler du basilic, alors là, on va faire une petite virée juste à côté, pas très loin de la télévision d'ailleurs, du côté de la cité Malki, puisque la cité Malki est un site attérien. Il s'appelait auparavant les Allobroges, voilà, pour ne pas dire de bêtises. C'est un site préhistorique qui a été découvert en 1961 par le professeur. Alors, je vais juste demander de l'aide à Yazid Balout, voilà, pour ne pas dire de bêtises, donc par le professeur Balout qui lui vient de Lyon. Et justement, il y a lors de la construction de la cité, donc au moment où il y a eu la construction de la cité,
Il y a eu quand même des découvertes de fossiles, donc de fossiles de bovidés, de fossiles des équidés, de fossiles de phacochères, et qui datent justement de la période de Pléistocène, c'est-à-dire environ à 2 millions d'années avant notre ère. Donc finalement, la cité Malki regorge dans ses sols quand même une histoire assez particulière. Et justement, dans un tout petit moment, Mariam, nous allons avoir par téléphone Monsieur Boussaad Hamid, qui est un membre du collectif de la Cité Malki. Donc la Cité Malki ne s'est pas vraiment organisée en association, mais juste finalement l'amour pour ce quartier quand même qui est très animé, très vivant. Et donc les habitants du quartier se sont organisés en collectif et qui font beaucoup de belles actions en faveur de cette cité. Et justement, Monsieur Boussaad Hamid est avec nous au téléphone. Monsieur Boussaad, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup. Donc, alors je suis membre du collectif Malki Act. Donc, je tiens juste à préciser une chose que la Cité Malki a effectivement a une naissance d'une association qui est active ces jours-ci. Donc, en l'occurrence, c'est l'association Solidarité et Espoir de la Cité Malki. Oui. Donc, Boussaad Hamid est un membre du collectif Malki Act. C'est un collectif qui s'est donné à fond pour la Cité Malki. C'est un collectif qui a presque 8 ans, 9 ans, 10 ans d'activité, d'action dans divers domaines, notamment l'assainissement, notamment les activités pour enfants, les activités culturelles, etc. Mais de nettoyage aussi, vous avez fait... Si vous permettez, je vais juste vous donner une petite fiche technique concernant les associations existantes à la Cité Malki. Donc, on a le collectif Malki Act, donc, qui n'est pas agrémenté, c'est un collectif très actif. Il y a l'association Solidarité et Espoir de la Cité Malki qui a vu naissance il y a à peu près une année, qui est aussi très actif. Il y a la section association Le Reit dans les actions de bienfaisance. Aussi, elle est très active. Et il y a une section aussi de l'association des savants musulmans algériens aussi qui sont très actifs. Donc c'est l'ensemble de tout ça pour ne pas dévier la discussion. Effectivement. Donc, alors justement, Monsieur Boussaad, vous travaillez en collaboration avec toutes ces associations. Et il faut dire que vous avez fait plusieurs actions, notamment en ces temps de confinement. Donc, on a vu à travers les réseaux sociaux toutes vos activités. D'ailleurs, là, nous sommes en train de découvrir quelques photos de vos actions. Alors, il faut dire que vous avez beaucoup investi dans tout ce qui est nettoiement de la cité, de tout ce qui est de préservation d'hygiène. Absolument. Donc, c'est le cheval de bataille pratiquement. C'est le nettoiement, l'assainissement, les actions d'embellissement. Donc avec cette association-là, c'est-à-dire elle nous a donné un nouveau souffle. Donc il y a des actions qui se font pratiquement chaque vendredi. Donc c'est des actions préparées bien d'avance. Donc c'est un collectif qui est très bien organisé. Nous avons la page Facebook, nous avons un sous-groupe. Donc on s'organise à travers ce sous-groupe-là. Donc on fait les préparatifs pratiquement 2 fois, 3 fois par semaine. On discute, on ouvre des débats. Donc pour les préparatifs du vendredi à venir. Et les vendredis, on est là. C'est la convivialité, c'est tout le monde qui participe. C'est le Malkien, la Malkienne, c'est la femme qui nous envoie le couscous et le café et le thé. Donc c'est vraiment... Alors dans les actions... on débute par la table là qu'on met dessus le café, le thé, les gâteaux, etc. Donc c'est les femmes qui participent, c'est les hommes, c'est les enfants. Donc c'est tout le monde qui est là, un esprit de convivialité qui nous a permis de faire beaucoup de choses. Donc je tiens à préciser que les habitants ont réussi à éliminer un très grand point noir de la commune de Ben Aknoun. Alors ce point noir-là, il est derrière le grand bâtiment, là, le H de la Cité Malki. Bon, bien sûr, c'est avec l'aide des autorités, on ne va pas nier ça. Mais je pense que le grand apport revient aux citoyens.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même un travail de collaboration très intense et surtout, donc il faut dire que les habitants, donc pas seulement les collectifs, mais les habitants ont quand même répondu à l'appel. Hein. Donc là, vous nous parlez d'un très bel esprit de convivialité, du couscous. Donc finalement, il y a eu le concours de tout le monde. Hein. Absolument, absolument. C'est tout le monde qui participe. Hein. C'est tout le monde qui participe. C'est les cotisations de bouche à oreille. Bien sûr, les gens quand ils voient le concret là devant eux, ils adhèrent automatiquement. Donc, c'est les cotisations, c'est les Malkiens qui sont à l'étranger qui participent, c'est les Malkiens qui ont déménagé depuis plus de 20-30 ans, qui sont là à participer. Ils viennent le jour J, ils sont là pour les cotisations, pour donner un coup de main. Donc c'est tout le monde qui est là, qui participe dans un mouvement très très convivial. Je dois juste ajouter que Canal Algérie est toujours là à nous accompagner. Donc déjà, ils ont beaucoup fait pour nous. Donc je tiens surtout à vous remercier pour cet accompagnement. Et on vous remercie aussi pour tout ce que vous faites. Donc là, nous avons eu à voir de très belles images des actions que vous faites sur le terrain, notamment, comme on l'a si bien dit, vous l'avez si bien souligné aussi, le nettoyage et l'hygiène, mais nous avons aussi ouvert à travers de très belles photos d'autres activités, donc pas seulement le nettoiement et l'hygiène, mais aussi on a eu quand même à découvrir d'autres activités que vous avez faites au profit donc de l'animation déjà de la cité, notamment les échassiers autrichiens. Vous avez aussi rendu hommage à plusieurs personnes, notamment Boufellah Akli, qui lui est un agent donc d'hygiène. Donc il faut dire que vos activités sont très variées finalement. Donc voilà, nous sommes en train de découvrir cette image. Donc là vous avez rendu hommage donc à l'agent d'hygiène Boufellah Akli. Juste avant, nous avons eu à voir l'image donc ou la photo donc des échassiers autrichiens. On reconnaît notre collègue et notre ami, notre grand frère Yazid Ait Mahiddin, qui lui d'ailleurs fait partie du collectif. Il fait beaucoup pour ce collectif. Oui, absolument. Oui, Yazid, c'est le pionnier. Yazid, c'est le grand coup de main. Alors dans la photo aussi, une pensée à Rachid Diguer que nous sommes en train de voir, le réalisateur. Oui. Vous êtes là, Monsieur Boussat? Oui, je suis là. Donc oui, le collectif s'investit aussi dans ces actions-là que vous venez de dire. Donc dans les actions culturelles, notamment on cible beaucoup plus les enfants, parce que on pense toujours que c'est à travers eux qu'on va essayer peut-être que de se rattraper un jour. Donc, alors on essaie de zoomer les personnalités là, particulièrement de la City Malki qui ont fait beaucoup de choses, notamment les grandes personnalités. Bon, vous avez cité quelques-unes. Oui. Je vais rajouter alors l'artiste miniaturiste Mohamed Hamid Oumna. Je vais rajouter la dame Mimi Rabhi, la fondatrice d'une association, je ne me rappelle pas, de l'association Al-Fajr, je pense. Je vais rajouter Mourfi Ami Abdelkader, un vice-champion du monde d'une discipline de natation, je pense. Donc c'est des hommages qu'on organise, mais réellement l'objectif, c'est de faire une passation, si on peut dire ça. C'est une passation de consignes pour les enfants. Donc, effectivement. C'est l'objectif à peu près du collectif. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Boussard, d'avoir été parmi nous ce matin par téléphone. Donc, oui, allez-y. Si vous permettez, juste un remerciement et un petit appel, si vous permettez, si vous avez un peu de temps. Donc, alors, je remercie les citoyens de Ben Aknon, de la City Malki en particulier pour leurs actions, les agents de la PC, les agents de Netcom, à leur tête Medani qui nous a trop aidés. Alors, je remercie les agents Asrout, à leur tête Yassine Amin, les agents Herma, les agents Atelier d'Alger, les agents de l'EGCTU. Je dois lancer un appel si vous permettez. Allez-y. Donc, concernant toujours la City Malki, nous avons les balcons qui sont en détérioration.
Donc je profite de l'occasion, si vous permettez, de lancer un appel au service de la wilaya. Donc la procédure a été déjà déclenchée. Donc c'est juste pour accélérer un peu la prise en charge donc, de ce site-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boussad Hamid. Donc on rappelle, vous êtes, merci à vous. Donc on rappelle, vous êtes membre du collectif Malki Act. On rappelle que la cité Malki reste quand même un site historique où donc ont été découverts des fossiles de bovidés, des équidés, des phacochères, donc qui datent du Pléistocène, donc à 2 millions d'années avant notre ère. D'ailleurs, c'est une photo qui a été exposée, donc des bovidés qui ont été découverts. Alors avant de vous retrouver Mariam, donc là je vous propose de découvrir en photo toutes les actions de Malki Act et on se retrouve juste après. حبك ما عنديش ساعة sur des photos, donc des activités du collectif Malki Act, et c'est un fond musical donc, qui a été un fond musical donc composé. Oui. Voilà, plutôt composé par Sherif et Omar Issoules. Voilà, donc Mariam, alors on parlait donc des plantes aromatiques et du basilic. Oui. Personnellement, la seule préparation là où j'utilise le basilic, c'est la sauce tomate. Et ça donne quand même des odeurs magnifiques, particulièrement bonnes. Oui, oui. Voilà. Alors. Et donc, aujourd'hui, vous allez nous montrer un petit peu comment prendre soin du basilic et pourquoi pas ne pas les avoir dans nos balcons. Oui, en fait, il faut les avoir. Il faut les avoir dans les balcons. Voilà. D'autant plus que vous avez insisté que c'est un répulsif des moustiques, hein, d'autant plus. Donc, il fait partie d'une grande panoplie de plantes aromatiques qui sont connues répulsifs, mais le basilic a vraiment le vent en poupe, on va dire. Et en plus, il est connu chez nous depuis très longtemps. Donc, depuis très longtemps, toutes les maisons ont toujours eu un petit pot de basilic. Oui. Donc, c'était peut-être plus décoratif qu'autre chose parce que on va dire que c'est assez récent le fait de cuisiner avec le basilic. On n'a pas vraiment cette culture, on va dire c'est dernièrement avec les échanges et tout ce qui s'ensuit qu'on commence plutôt à l'utiliser comme ça, comme vous le dites, dans la sauce tomate. On en fait du pesto, on en fait du pistou aussi. Donc il y a vraiment plusieurs recettes avec dans lesquelles on utilise le basilic, mais principalement on aime l'avoir pour son odeur et pour son côté répulsif. Donc est-ce que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai que le basilic éloigne les moustiques? Eh bien, si, c'est vrai. Donc, si vous voulez repousser un petit peu les moustiques, parce que dès qu'il arrive l'été, on sait très bien, on commence à ouvrir les fenêtres, et c'est assez désagréable. Donc, de se faire piquer, ce qu'on aura à faire, c'est juste à mettre 2 ou 3 petits pots de basilic à notre fenêtre. Donc, déjà, ça empêchera les moustiques de rentrer. C'est vraiment une odeur que les... Alors, mais j'insiste sur un point qui est très agréable avec vous, c'est qu'on n'a pas à aller, je n'ai pas de pot, je n'ai pas là où mettre, je n'ai pas là où planter. Oui. Donc là, finalement, c'est de la récup que l'on peut faire, c'est du recyclage, tout simplement. Oui, donc pas d'excuses. Pas d'excuses pour pouvoir planter. Donc récupérer tout ce qu'on a, c'est ce que je fais. Personnellement, j'adore faire ça. Donc chaque fois que je vois un objet, je me dis je le mets à la poubelle, je ne le mets pas. Ça me fait toujours un peu... J'ai toujours un pincement quand je me dis je vais le mettre à la poubelle. Alors je le mets de côté, mais je finis toujours par trouver. Donc ce ne sont que des boîtes de conserve, mais qu'on peut customiser après, qu'on peut décorer, on peut mettre plein de... Et on peut faire ça par les enfants. Parce que bon, aujourd'hui, je les ai ramenés comme ça avec ce côté métallique que j'aime bien. C'est assez art déco en ce moment. Exactement. C'est très tendance. Mais bon, si on aime les couleurs, on peut en mettre des couleurs et avoir de très jolis pots. Alors pour le basilic,
Non, il faut savoir qu'il n'est pas originaire de chez nous. Non, pas du tout, ni de la Méditerranée, ni d'Afrique, ni d'Europe. Il nous vient d'Asie. Il faut savoir quand même, de loin. Exactement. Donc depuis 4000 ans, ça a toujours été une plante qui était adorée, qui a été pendant très très longtemps, pendant des siècles, voire des millénaires. Elle était uniquement utilisée par les rois. Il n'y avait qu'eux qui avaient le droit de le mettre. Et alors elle a été mise dans des temples, elle a été mise aussi, comme je vous le disais, réservée uniquement pour les notables et tout ce qui s'ensuit. Même aussi, il faut savoir qu'on a retrouvé des traces de basilic dans les momies en Égypte. Donc, elle rentrait dans le processus de momification. Oui, donc c'est dire qu'on le connaît depuis très longtemps. Oui. Alors pour le basilic, il existe de nombreuses variétés et toutes ont ce pouvoir de répulsion d'insectes. Elles sont toutes comestibles, ça dépend donc d'une variété à une autre, donc ce qu'on a envie de faire. Donc là c'est un basilic classique. Généralement celui qu'on met dans les sauces tomates noires, c'est le basilic à grande feuille. Donc la feuille est beaucoup plus grande et beaucoup plus C'est celui qui est là-bas? Oui, alors c'est celui-là, exactement. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est facile à planter, facile à entretenir. On aura juste à, par exemple, si on achète un petit pot, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra des petits rejets qu'on mettra dans l'eau, on les laissera quelques jours, voire une semaine, et là vous verrez que tout de suite il vous fera des racines. D'accord. Et là vous pourrez le remettre en terre. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Vraiment pas d'excuses, Mariam. Non, pas d'excuses. Alors je vous donne, vous voyez comme ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent très très bon, ça sent l'été, ça sent la fraîcheur. Ça sent l'été, ça sent chewing-gum. Exactement, exactement. On en fait des huiles. Ça sent un petit peu la menthe. Hein. Ça fait un petit peu rappeler la menthe. Exactement. C'est la même variété. C'est toujours la même famille. Voilà. Ça fait partie de la grande famille, donc des plantes aromatiques. Comme je vous l'ai dit, donc l'ahbaq, ça s'appelle en arabe. Il y a un proverbe que dit ma belle-mère très souvent, c'est l'ahbaq min nasbaq. Donc c'est joli, hein. C'est joli. C'est très joli. Donc, ne pas hésiter à le planter. On peut le multiplier, comme je vous l'ai dit, c'est très facile. Donc, au bout d'un moment, quand il va commencer à grandir, il va commencer à faire des espèces de rejets, donc des espèces de petites tiges comme ça, un genre de stolons, qui vont un petit peu s'échapper du pot. Alors, ce qu'on pourra faire, c'est mettre juste un pot à côté, donc reprendre la tige et la caler avec une pierre, donc la mettre en contact avec de la terre, mettre une petite pierre, et là, les racines vont démarrer seul. Donc c'est aussi encore une autre façon de pouvoir le multiplier. Voilà, le multiplier. Ce qu'on pourrait encore dire sur le basilic, c'est qu'on peut le faire sécher aussi, on peut le mettre dans un endroit à l'abri du soleil et le faire sécher. On peut l'utiliser comme je l'ai fait moi, donc étant donné que j'ai un pot qui commence à devenir grand et je l'ai pas entièrement utilisé, donc je voulais pas que les feuilles se fanent sans que j'en fasse absolument rien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris quelques feuilles de basilic que j'ai mis dans du vinaigre blanc. D'accord. Voilà, vous allez me dire, Nour, qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'allons-nous faire avec? C'est fort, hein? C'est fort. Donc, surtout... Mais ça sent pas mauvais, par contre. Hein. Pas du tout. Pas du tout, c'est très fort, effectivement. Donc, il y a quand même l'odeur du vinaigre, on sent quand même... C'est comme une macération, finalement. Exactement. Hein. Je sais pas, on peut faire des préparations avec, une vinaigrette, peut-être? Oui, on peut utiliser comme vinaigrette. Donc, pour avoir... Oui, effectivement. Donc, on peut l'utiliser comme vinaigrette. On peut l'utiliser aussi... dans des produits on peut en faire un détergent. D'accord, carrément. On sait très bien que tout le monde commence à éviter les produits chimiques. Il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques. Voilà. Donc, on évite tous ces produits chimiques. Ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils préparent eux-mêmes leur détergent à la maison. Donc, ce qu'on pourra faire, c'est prendre du vinaigre, donc le mettre dans un petit récipient, mettre du bicarbonate de soude et un petit peu on va dire, du savon noir. Et ça, on pourra l'utiliser pour nettoyer les salles de bain, les cuisines, pour les gens qui sont allergiques à l'eau de javel ou autre chose. Et ce qui est sympa, c'est qu'après, on aura le petit parfum du basilic. Ça donne réellement une odeur. Parce que c'est vrai que l'odeur est quand même forte. On sent le vinaigre, mais il y a la présence quand même de l'odeur du basilic. Du parfum. Donc, voilà. Donc, on peut l'utiliser aussi comme ça. D'accord. Donc, on peut l'utiliser dans les préparations culinaires. On peut aussi l'utiliser dans le détergent. Quand même, hein, oui. Assez polyvalent, le basilic. Hein. Très polyvalent. Donc aussi, juste un dernier conseil. Alors, plus on l'arrosera, et moins la feuille sera parfumée. Donc, idée reçue, dire plus on va l'arroser, plus il va grandir, plus il va sentir bon. Non, absolument pas. Au contraire. Donc, plus on laissera la terre sécher, le laisser un petit peu de temps en temps comme ça, avoir un peu soif, et plus il donnera son parfum. D'accord. Donc, vous insistez toujours sur le terreau, là, Mariam? Oui. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'au départ, quand je fais une petite plantation, je mets le terreau pour lui donner plein de force pour qu'il puisse démarrer. Mais une fois qu'on a une belle plante, on peut le mettre dans de la terre de jardin.
Parce que c'est pas une plante qui est gourmande, qui demande beaucoup d'oligo-éléments ou un truc comme ça. Non, on peut juste la mettre dans de la terre de jardin et la mettre sur le balcon ou à la fenêtre. D'accord, donc pour revenir à l'arrosage, donc là qui fait toute la différence, finalement la technique de l'arrosage. Donc on l'arrosera, donc vous avez dit plus, on lui donnera soif si je comprends bien. Oui. Donc mieux les feuilles seront. Les feuilles seront. Finalement, on doit l'arroser à quelle fréquence et comment l'arroser? Comment l'arroser? Lui par contre on l'arrose tout simplement donc avec un arrosoir, une petite bouteille, il n'y a pas de souci. Donc on va dire une moyenne de 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. Tout simplement. Par contre aussi, chose très importante, il a besoin de au moins 5 heures d'ensoleillement par jour. Ou sinon, 5 heures d'ensoleillement. D'ensoleillement, d'accord. Donc 5 heures d'ensoleillement par jour, de façon à ce qu'il puisse sortir son parfum. Donc il faut quand même, il faut le mettre en plein soleil, même si c'est plus, il n'y a pas de souci, vous pouvez le laisser si vous êtes, on va dire... Ça reste une plante d'extérieur. Ça reste une plante d'extérieur. Donc dans la journée, on la mettra sur le balcon, on la laissera tranquille et tout. Et le soir, quand on va dire la journée se finit, on le rentre, on peut le mettre à l'intérieur de la maison, on peut le mettre dans son salon pour pouvoir éloigner les moustiques ou tout simplement à la fenêtre. Donc quand il y aura la brise qui rentrera, il y aura le parfum du basilic qui sera avec. Voilà. C'est parfait. Donc plante à multiples fonctions, polyvalente et puis c'est une jolie plante aussi. C'est une très jolie plante décorative. Elle va fleurir en juillet, juillet-août, elle va commencer à fleurir et c'est qu'à ce moment-là que vous allez récupérer les graines parce que la fleur ressemble un petit peu vaguement à la lavande. Donc après vous aurez des petites graines noires que là vous pourrez récupérer et cacher pour l'année d'après, vous pourrez semer tout simplement. Alors le semis se fait très facilement et très très bien, donc ça pousse facilement, ou alors carrément, étant donné qu'on n'a pas des hivers rigoureux, donc c'est une plante quand même vivace, donc qui va tenir, qui va un petit peu se rabougrir pendant l'hiver, mais qui va rester vivante et vous l'aurez l'année d'après. Donc ou vous la semez ou vous la gardez. Eh bien parfait, merci beaucoup Maliam pour ce très beau partage, très parfumé d'ailleurs, en cette matinée. Merci encore une fois Maliam à vous, donc on vous retrouvera la semaine prochaine pour d'autres astuces. Oui, encore une fois. Voilà. Merci beaucoup. Écolo. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup Maliam. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon, là, je réinvente la française apparemment. Merci beaucoup donc nous avoir suivis. Faites très très attention à vous. Le Covid est toujours là. Les mesures barrières sont primordiales. C'est notre seul vaccin donc pour stopper la propagation du coronavirus. Faites très attention à vous. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée en compagnie de Canal Algérie. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir. الشدوى